Bonjour, ah voilà, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Je suis Emmanuelle Pérez-Tisserand. Je fais partie de l'organisation du festival L'Histoire à venir, dans le cadre duquel cette conférence est organisée. Je tiens à m'excuser, je ne parle pas du tout en langue des signes française. Et donc, merci beaucoup aux interprètes qui sont là pour pouvoir me faire comprendre par une grande partie de la salle. Je remercie la Médiathèque pour son accueil. C'est un des lieux partenaires de ce festival qui tient cette année sa 8e édition sur la thématique à l'écoute. Alors, on n'est peut-être pas, peut-être que c'est de mauvais goût, cette conférence sur la langue des signes française et l'histoire de la langue des signes en général dans un festival à l'écoute. Mais nous, ça nous a paru important de pointer peut-être cet angle mort dans notre réflexion sur le son et l'écoute. Et ça nous paraît très important d'aujourd'hui écouter Yann Quentin nous parler d'autres manières de communiquer et de s'entendre les uns les autres que la parole. Et donc, on est vraiment heureuse de le recevoir aujourd'hui. Un tout petit mot sur le festival. Donc, c'est sa 8e édition. Il est organisé par 4 partenaires à Toulouse principalement. L'université Toulouse-Jean Jaurès. Moi, je suis historienne à cette université. Aussi la librairie Ombre Blanche, un petit éditeur local, Anacarsis, et également le théâtre Garonne. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir le programme qui est étoffé du festival chaque année. Et là encore, je dois nous excuser parce qu'en termes d'accessibilité et de possibilités pour un public qui a besoin de la langue des signes, enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'on dit, je m'excuse, mais en tout cas, on a encore des efforts à faire, c'est certain. Par contre, je voulais vous annoncer une autre rencontre qui sera interprétée en langue des signes française, qui sera dimanche matin à 11h30 au Théâtre Garonne et à laquelle vous êtes les bienvenus. Yann Quentin, qui est donc l'historien que nous entendons aujourd'hui, qui est historien à Paris 8, historien de la communauté sourde, va dialoguer avec un anthropologue et historien qui s'appelle Benjamin Ballois et qui travaille sur l'histoire des populations autochtones de l'Amérique du Nord. Et on débattra à la fois de la langue des signes et de la communication avec ou sans parole et de son universalité. Donc vous y êtes les bienvenus à 11h30 au Théâtre Garonne, à l'atelier 1. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre orateur aujourd'hui, Yann Quentin, qui, je l'ai dit, est un historien et qui va nous faire une histoire de la langue des signes. Et il y aura, je pense, des questions à la fin. Donc nous allons partager ce moment ensemble pour en apprendre plus sur cette histoire. Merci beaucoup de votre attention et bonne conférence. Et merci Yann. Bien, je vous laisse vous asseoir, tout le monde me voit bien. Moi, j'aime bien vérifier que tout le monde est bien installé, que tout le monde me regarde. C'est vrai que c'est vraiment traditionnel chez les sourds, que tout le monde soit un peu attentif, que les têtes ne soient pas tournées. Comme ça, je peux donner mon information et vous pouvez tous la recevoir intégralement. Donc, merci au Festival Histoire à venir de m'avoir invité. C'est vrai que ça me touche énormément. Parce que je pense que c'est important, l'histoire, et c'est vrai qu'on est tout le temps dans différentes thématiques de l'histoire, mais je peux difficilement, moi, y accéder. Donc là, c'est la première fois vraiment où on me demande de participer à ce genre de festival, et donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Je souhaiterais tout d'abord faire une petite annonce. Donc effectivement, le festival m'a sollicité, mais le journal Libération aussi, pour lequel j'ai écrit un article qui est sorti jeudi dernier, sur justement un petit peu ce que je vais vous raconter ce soir. Et c'est la première fois qu'il y a une publication dans les médias. Vraiment honnêtement, une première fois qu'on m'appelle pour publier dans un média comme Libération. Il y avait des choses qui ont déjà été écrites sur moi, sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai écrit, etc. Mais voilà, donc c'est beaucoup de premières fois. Bien. Donc je suis effectivement chercheur à l'université Paris 8, historien. Je suis chercheur sur l'histoire des sourds et sur l'histoire de la langue des signes. Et les deux sont liés. Les deux ont une certaine complémentarité. Pour être un petit peu plus précis, il y a l'histoire des sourds et il y a l'histoire de la surdité. On est vraiment sur deux choses différentes. L'histoire de la surdité, c'est l'orthophonie, des choses comme ça. Ça, je ne m'en occupe pas du tout. Moi, je suis vraiment sur une histoire d'un point de vue culturel, donc l'histoire des sourds. Donc, la culture signifie que ça a permis le développement notamment d'une langue, parce que la langue des signes est une langue, effectivement. On peut voir ici, là, sur cette diapositive, un dessin qui vient de l'époque romaine, du théâtre. Et finalement, on peut se demander quel est le lien avec la langue des signes. Et il y a un lien. Pour vous donner un exemple,
si on parle français, si on parle du français, le français a émergé, donc l'Empire romain s'est effondré, à peu près 1000 ans, 1500 ans, enfin l'an 1000, 1500 à peu près. Et ici en Occitanie, on avait deux langues en parallèle. Mais la langue des signes, finalement, elle est apparue quand? Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez une idée? La LSF telle qu'on la connaît actuellement, on ne parle pas de la période préhistorique où elle n'existait pas du tout. Alors, pas de la baie de l'Épée, ça, on le met complètement de côté. Non, on oublie la baie de l'Épée. En fait, dans la langue des signes, il y a plusieurs signes qui viennent d'il y a à peu près 2000 ans. Et donc, on est à peu près à l'époque des langues latines. Et il y a une émergence qui a commencé à cette époque-là et qui continue encore aujourd'hui. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc là, on revient sur le théâtre romain, où il y avait beaucoup de choses qui ont été reprises dans les signes et qui ont été conservées. On avait de la gestualité, on avait des formes qui étaient reprises en gestualité, justement. Et donc, on a un patrimoine qui a duré après au Moyen-Âge, qui a duré après chez les moines et qui a perduré encore aujourd'hui. On a la culture entendante qui s'est un petit peu perdue au travers de ces âges, qui a été transformée, alors que la culture sourde, finalement, a été conservée dans ces gestes-là. Et ça, c'est vraiment ce qui est important, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est cette transmission de l'humanité au travers de tous ces âges. Voilà, est-ce que vous avez compris, pas compris? Même ceux qui ne savent pas signer peuvent lever le pouce en l'air. Très bien. Bien, je crois que la télécommande ne fonctionne pas très bien. Oui, si, d'accord. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est finalement l'émergence de la langue des signes. On est là au XVIIIe siècle et vous avez le mot noéto-malalien. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Donc vous avez déjà un début d'explication en bas. C'est que quand je m'exprime avec mes mains, quand on est dans le français écrit, on peut dire « je parle en langue des signes ». Nous, on le fait directement comme ça. Mais finalement, on a eu besoin de créer un mot pour qualifier cette expression-là. Et c'est ce mot-là qui a été mis en place. Donc on a rajouté un mot dans le français qui était limité parce qu'il ne pouvait pas exprimer ce qu'on voulait exprimer vraiment en langue des signes. Donc à l'époque, on utilisait déjà les signes et il y a eu une transformation de ces signes-là dans ce qu'on a appelé les signes méthodiques. On se retrouve un petit peu dans le français signé. Donc on gardait la grammaire du français et on rajoutait des signes pour faire un petit peu quelque chose de vraiment très calqué sur la langue française avec des signes qui suivaient la grammaire. On a vraiment les deux choses qui se sont développées en parallèle, ces signes noéto-malaliens qui existaient déjà et les signes méthodiques. Ensuite, les signes méthodiques se sont répandus dans différents endroits, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Les signes vraiment méthodiques se sont exportés et le noéto-malalien, lui, est resté sur place. On va voir un petit peu quelles ont été les différences justement d'évolution. Et finalement, le noéto-malalien, c'est ce qui a donné la LSF actuelle. C'est cette évolution-là qui a amené à la LSF. À l'époque, en 1700, on ne parlait pas de la LSF, on parlait le noéto-malalien. Et maintenant, on peut dire qu'on s'exprime en LSF. Bien sûr, chaque pays a sa langue des signes, puisque ça dépend d'une culture, d'un héritage, de traditions qui sont différents dans chaque pays, ce qui entraîne une très grande diversité. Et dans chaque pays, donc, il y a des signes qui sont spécifiques. Mais même en France, dans certaines régions, il y a des choses qui sont spécifiques au niveau de la langue des signes. Donc c'est une diversité qu'on retrouve au niveau mondial et au niveau national, tout à fait normal. Maintenant, si je reviens un petit peu en arrière, à l'extrémité gauche de la diapositive, comment finalement est-ce qu'on a pu faire ces recherches pour arriver à ces trouvailles? Le problème, c'est que la langue des signes est très visuelle. On a à peu près 100 ans de captation vidéo, mais avant, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de faire des captations vidéo, comment est-ce qu'on pouvait garder trace de ces signes? Alors on les gardait au sein des dictionnaires au travers de dessins, mais les dictionnaires ne pouvaient pas être complets. Les dictionnaires étaient limités en fonction de l'enseignement ou de la transmission dont on avait besoin. Tous les signes de la rue, finalement, n'étaient pas du tout répertoriés dans les dictionnaires.
Les dictionnaires aussi ont commencé à exister en 1850, pas auparavant. Donc auparavant, comment est-ce qu'on pouvait garder trace des choses? Donc on pouvait les écrire avec des très grandes phrases, peut-être. Mais encore avant la baie de l'épée, comment on pouvait vraiment faire cette recherche sur les signes, en tout cas attester qu'il en existe? Oui, on peut passer à la diapo suivante. Donc la première des choses, ce qui est clair, c'est que l'abbé de l'épée n'a pas créé les signes, la langue des signes. D'accord? Donc ça, c'est une personne sourde qui l'a écrite, cette phrase que vous avez à l'écran. Et en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a créé les signes méthodiques. Et ça, c'est vraiment très, très important à répéter. L'abbé de l'épée n'a pas créé la langue des signes. C'est quelqu'un qui a transformé ce qui existait et qui l'a transformé en signes méthodiques. C'est vraiment très important. Diapo suivante. Encore. Parfait. Donc, Pierre Desloges a fait tout un tas de citations intéressantes qui sont répertoriées là sur cet écran. Dans la première partie, alors vous pouvez lire, mais je vais vous l'expliquer de toute façon à l'oral. Dans la première partie, il dit que les sourds étaient isolés dans la campagne. Les sourds ne se rencontraient pas. Les sourds avaient vraiment un niveau de développement social très très limité. Ceux qui pouvaient se rencontrer, les autres personnes, pouvaient à ce moment-là développer leurs connaissances et leurs compétences. Et c'est vrai que ce lieu où les sourds pouvaient se rencontrer, c'était à Paris, puisque à Paris, c'était une grande ville où il y avait beaucoup de personnes qui venaient, donc beaucoup de rencontres. Et puis, les sourds pouvaient se donner des informations. Les sourds lisaient des informations sur les affiches et se transmettaient les informations entre elles. Et encore maintenant, d'ailleurs, il y a des sourds qui ne maîtrisent pas très bien le français et à qui on transmet des informations directement en langue des signes. Donc on avait déjà ça à cette époque dans la première partie du texte. Dans le deuxième paragraphe, les sourds n'allaient jamais à l'église. Mais ils en avaient la connaissance quand même. Parce qu'il s'avère qu'à l'époque, il y avait beaucoup de moines qui instruisaient un petit peu en langue des signes, qui utilisaient les signes. Ça, c'est important à dire. C'est-à-dire que les sourds étaient isolés. Effectivement, ils avaient un parcours dans lequel ils se débrouillaient, ils s'adaptaient, et ils arrivaient quand même finalement à être intégrés plus ou moins dans la société. Il est aussi dit que l'information circulait très très rapidement. Puisque à l'époque, en 1779, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. À l'époque, l'information rapide, c'était on s'écrit et on se transmet des informations sur papier. Et maintenant, avec les radios, les téléphones, les sources sont de plus en plus en recul de l'information, puisque en fait, l'information va beaucoup plus vite qu'eux. Alors qu'avant, on était égalité. Le temps que les sources transmettent l'information, finalement, les lettres arrivaient aussi pour les personnes qui n'étaient pas sourdes. Donc les sourds pouvaient tout à fait suivre au même rythme que les personnes qui n'étaient pas sourdes. Ensuite, les sourds pouvaient effectivement se transmettre plein d'informations sur ce qu'ils avaient vu, trouver de l'information très facilement et vraiment s'appuyer sur les langues des signes pour se transmettre de l'information. Et dans les deux derniers paragraphes de la diapositive, il y a deux choses importantes. Il y avait tout un tas de hiérarchies au niveau de la royauté, et en fait les sourds connaissaient cette hiérarchie, et il leur attribuait des signes à ces différentes personnes. Les sourds, eux, ne maîtrisaient pas forcément les noms-prénoms, mais donnaient des signes. Par exemple, le roi Louis XVI, il avait un signe, celui-là. Celui-là. Bon, voilà, on comprend facilement pourquoi ce signe lui a été attribué quand même. Hein ? Mais Louis XIV. Voilà, Louis XIV.
C'était facile à comprendre. Et ça, c'était très visuel, et les sourds leur donnaient des signes, justement, déjà à cette époque-là. Donc ils savaient un petit peu qui était qui sur les profils qui étaient identifiés sur les pièces de monnaie, sur les peintures, les sculptures qu'il y avait un peu partout. Et aussi, ils pouvaient reconnaître les personnes au travers de leurs habits, les habits des moines, les habits des prêtres, les habits des personnes qui travaillaient dans les secteurs juridiques, etc. Et il y avait aussi des couleurs différentes dans les habits, et des blasons. Et les blasons et les couleurs étaient vraiment adaptés à certains types de personnes. Ou des métiers aussi qui étaient facilement identifiables. Donc il y avait des signes qui pouvaient qualifier tout un tas de catégories de personnes dans la population. Et c'est ce qui permet de dire que les sourds n'étaient pas si isolés et qu'au contraire, ils étaient pleinement intégrés dans la société. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Tout va bien? Très bien. Très bien. Bien. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui? Alors, donc on a des témoignages, on a des réflexions théoriques, et on a ces images-là qui nous viennent un petit peu d'Angleterre, où il y a tout un tas de signes, de gestes qui ont été identifiés. Par exemple, celui-ci. Donc ça, c'est quelqu'un qui hésite et qui se demande, mais comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais... Et finalement, il y a quelque chose qui a été conservé aujourd'hui. Il y a une base dans la communication humaine qui a été conservée au travers des gestes qui étaient répertoriés à l'époque et qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc on a une gestualité d'entendant qui est aujourd'hui existante, mais une gestualité sourde qui s'est encore plus développée. Je vais vous donner un exemple. Le signe pour boire, ça vous avez compris, boire. Vous avez compris, c'est facile. Bon, on est dans la même culture. Imaginons, maintenant je vais dans un pays d'Afrique, mais boire ça ne passera pas. On va remplacer par ce signe-là. Et ça, c'est vraiment une adaptation culturelle qu'on va retrouver dans toute cette même culture. Je demande à l'interprète de se taire. Qui a dit lire? Qui l'a dit? Bon, vous avez compris, oui. Mais ça vous a demandé un petit peu de réflexion. Et on a le livre ici devant nous. Et on a l'action de la lecture. Donc on a lire et on a lecture. Donc ça date de 1650 à peu près. D'accord? Mais donc c'était déjà existant à cette époque. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, c'est plutôt sur la dactylologie. La dactylologie, c'est très différent des signes. La dactylologie ne fait pas partie des signes. Parce que quand les sourds s'expriment, ils n'ont pas besoin d'écrire. Ils laissent de côté les mots. Ils n'ont pas besoin de l'écrit, à proprement parler. La dactylologie a été créée par les moines. Par les moines dont une des règles était justement d'avoir fait vœu de silence. Ils avaient quelques gestes, mais qui étaient limités. Et donc, ils les complétaient par la dactylologie. Comme ils ne pouvaient pas dire des mots, ils remplaçaient les mots par l'épellation dans leurs mains. Et donc, ils remplaçaient tout ce qui était écrit, finalement, qu'ils n'arrivaient pas à dire aussi en signe, par l'épellation. Et donc, ça, c'est vraiment une gestualité de la langue orale, de la langue vocale. Et l'abbé de l'Épée a repris ces signes-là pour les intégrer à la langue des signes pour l'enseignement du français. Et les cours de français utilisaient la dactylologie, permettaient d'écrire des mots, mais la dactylologie ne fait pas partie des signes. D'accord? C'est clair? C'est vraiment quelque chose qui vient de la langue vocale, orale, gestuelle, mais pas de la langue des signes. Et donc les deux choses ont évolué en parallèle. Je vous ai dit tout à l'heure que les moines l'utilisaient, mais que les sourds, vraiment, ne l'utilisaient pas. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va?
Très bien. Diapo suivante. Donc, on revient un petit peu en arrière. Montaigne, philosophe célèbre de la Renaissance, qui avait écrit vraiment cette phrase-là, et qui est une information capitale. Il avait dit « Les sourds disputent, argumentent, et finalement tout est là. Mais la seule barrière, elle est pour moi qui ne comprends rien. » Et c'est Montaigne qui avait besoin d'interprètes. Et quand il a écrit ça, il faisait part de sa frustration en 1580 à peu près. Donc là, les interprètes sont pour vous, pas pour moi, par exemple, ce soir. Et à l'inverse, Montaigne avait pensé à cet inverse-là déjà. Tout à l'heure, quand j'ai demandé à la voix d'arrêter son interprétation, finalement, il y a quelques sourds qui étaient contents, qui se sont dit bah, « ça y est, enfin, c'est l'inverse. » C'est vrai ou pas? Voilà. Bon, c'est de l'humour, hein, bien sûr. Mais voilà, Montaigne, ce qui était important, c'est qu'il a vu les sourds signer en public, dans la rue, et que c'était normal selon lui. Donc ça, c'est vraiment une information très importante, puisque dans l'histoire, on ne dit pas qu'il n'y avait pas de sourds. C'est juste qu'on n'en parle pas parce que ça n'était pas intéressant. D'accord? Souvent, on ne trouvait pas que tout ce qui portait à la langue des signes, c'était intéressant. Tout ce qui concernait la parole, la voix, oui, c'était intéressant. Mais la langue des signes, on se disait, bon, bah, non, en fait, on ne va pas les mettre. Et donc, à l'époque, les entendants témoignaient de choses finalement qui leur semblaient capitales. Mais en fait, ils ne témoignaient pas parce que pour eux, c'était normal de voir des sourds qui gesticulaient. Et donc, ce n'était pas passionnant. Aujourd'hui, oui, mais avant, non. À l'époque de Montaigne, dans la rue, vraiment, il y avait des sourds partout. Donc on était dans un inverse, on était dans une normalité qui n'était pas si importante que ça de témoigner. Donc on n'en parlait pas, c'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est parce que c'était normal. Et vraiment, Montaigne, lui, trouvait que humainement, c'était très intéressant d'en faire témoignage, et c'est pour ça qu'il en a parlé dans ses écrits. Diapo suivante. Alors, maintenant, parlons un peu méthodologie. Il faut que j'explique un peu comment j'ai pu fonctionner dans cette recherche, dans mes recherches. On peut toujours travailler à partir de traces dans les images, mais pour pouvoir dire qu'il existait de la langue des signes ou du geste à l'époque romaine, il a bien fallu chercher des traces. Voilà. Donc on va travailler par approximation ou par assimilation de situations vécues. Par exemple, on voit une statue, on voit une explication, enfin une gestualité dans une statue, et on va pouvoir, par assimilation, dire ben voilà la langue des signes. Tout comme un archéologue, qui travaille sur une trace très ancienne, un fossile très ancien, il peut, par assimilation à l'existence de ce fossile et à d'autres fossiles, pouvoir déduire un certain nombre de choses. En fait, la recherche historique en langue des signes procède de la même méthode de mise en analogie ou en comparaison entre ce qui existait à une époque donnée dans la gestualité et ce que les sourds pouvaient exprimer. Et je vais avoir plusieurs exemples pour vous expliquer comment on fonctionnait, mais vraiment c'est une approche qui est très proche des archéologues, en fait. Une démarche qui est très proche des archéologues. J'aime beaucoup les interactions, alors n'hésitez pas à me dire si tout va bien ou pas. C'est bien pour moi. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, on va partir sur l'analyse d'un signe. Le signe actuel pour dire roi se fait autour de la tête. C'est un R qui passe autour de la tête. Mais c'est un signe qui avait une existence ancienne, et on a pu identifier un certain nombre de choses. D'abord, vous voyez que pour décrire un roi, il y a une étoile sur la poitrine, une marque sur la poitrine. Et en fait, on voit que des signes ont existé à l'époque. La noblesse, et la petite noblesse et la grande noblesse, par exemple, existaient à l'époque. Et pour pouvoir parler de la grande noblesse, on faisait le signe avec la main droite qui faisait le bandeau plus l'étoile sur la poitrine. Et la petite noblesse, c'était la même main, mais avec 2 doigts simplement et pas la main entière. Et donc on décrivait petite et grande noblesse simplement par une hiérarchie décrite par une forme de main différente. Grande noblesse, main complète, petite noblesse, 2 doigts. Et on pouvait dire à cette personne-là, c'est un noble, ou un grand noble ou un petit noble,
Et c'était dit comme ça par les sourds. Et on pouvait décrire petit noble ou grand noble avec cette forme de main qui changeait, mais qui gardait les mêmes emplacements. La reine se fait avec un R qui passe sur l'écharpe. Donc main gauche qui traverse la poitrine. Et donc le prince se fait aussi avec la même main, mais avec une configuration différente. Et alors, vous voyez que l'écharpe ne passe pas sur le cœur, mais de l'autre côté. Donc ce signe-là est latéralisé correctement. Et pour parler du roi, à proprement parler, on fait le signe de noblesse, mais à l'envers. On le fait vers le haut. En fait, ça donne l'origine du mot responsabilité. La responsabilité, c'est porter quelque chose sur l'épaule. Et donc, l'écharpe est portée, enfin la forme de l'écharpe est amenée vers le haut pour signifier la responsabilité du roi. Et vous voyez ça date de 1600 et des brouettes. Et à cette époque-là, on peut décrire ces signes-là comme existants à travers l'observation qu'on a des vêtements qui étaient portés. Et le signe précédent, c'était roi, se faisait comme la couronne qu'on portait avec 4 doigts portés sur le front, avant qu'on puisse utiliser les vêtements pour ça. L'interprète a terminé la traduction, on peut continuer. Ok, très bien. Désolé, les interprétations en français nécessitent toujours un grand temps de décalage quand je décris des signes. Donc j'ai pris l'habitude de patienter un peu. Mais c'est comme quand vous lisez une BD ou un roman. Vous avez la même histoire dans une BD, dans un roman. Le visuel suffit à dire énormément de choses. Il faut beaucoup plus de mots pour dire la même chose. Donc l'interprétation prend nécessairement plus de temps vers le français. Image suivante. On va passer à autre chose. Alors, ça concerne la question des couleurs. On a une trace de 1850 qui décrit les signes comme blanc, par exemple. Le blanc, se fait à hauteur de la poitrine avec la main qui s'ouvre. Le noir se fait avec le doigt à l'index qui suit les sourcils. Rouge, c'est l'index qui s'appuie sur les lèvres, rouge. Le bleu, c'est un B qui passe au-dessus de la tête comme le ciel, qui indique indirectement le ciel. Aujourd'hui, le signe bleu est juste un B qui est articulé, alors qu'avant, ça indiquait le ciel. Vert, c'est un V, mais qui signifie également la végétation. Et donc, le vert est devenu plus V et sans le mouvement végétation, mais on retrouve quand même des éléments qui sont liés à la couleur, qui est en rapport avec la couleur de la nature. Et dans les blasons, vous voyez qu'il y a toujours une description dans l'héraldique. On peut décrire les blasons. Rouge va être indiqué avec le mot gueule. Et en fait, gueule, c'est exactement la même chose que le rouge qu'on fait nous quand on indique la bouche, en fait. Donc on retrouve les couleurs comme azur. Azur vient du ciel, en fait. Et le bleu, notre signe pour dire bleu, vient de azur, vient du ciel également. Donc on retrouve des étymologies gestuelles, on va dire, ou corporelles, qui sont identiques pour les sourds et pour les entendants. Dans l'éducation monastique, on a beaucoup d'éléments qui viennent de cet héritage-là et qu'on a conservé en fait à travers le temps. Et dans tout ce qui est héraldique, mais tout ce qui est également dans les signes, il y a toujours une description qui commence par on détaille d'abord le fond et on donne les informations détaillées de devant après. Et bien en langue des signes, on fait pareil. C'est-à-dire que quand on décrit quelque chose, on parle d'abord de la voiture rouge, mais on va d'abord dire qu'on parle d'une voiture qui est rouge. On va parler de rouge et puis on va dire voiture. En fait, on va donner des indications un peu dans le même ordre. On va d'abord voir les éléments les plus gros, puis les éléments les plus petits. Et en signe, on dit exactement la même chose. C'est des logiques qu'on relève du visuel, en fait. Et ce visuel, il est commun à toute l'humanité, qu'elle soit sourde ou entendante. Il se trouve que dans la langue française,
Dans l'oral, on va s'éloigner de cette logique-là, alors que la langue des signes l'a maintenue, mais l'origine est la même. Est-ce que c'est clair? Je vais prendre un petit verre d'eau. Je ne parle pas, mais ça me donne soif quand même de m'exprimer en langue des signes. Image suivante. Alors, on repasse un peu, on part un peu sur le passé plus lointain, et on va parler de généalogie de la langue des signes. On est au XXIe siècle, on parle de langue des signes de Noeto Malali, mais comme je l'ai dit, il y a eu une variante qui a été développée par les signes méthodiques, mais il y a aussi des influences qui viennent des signes monastiques. La Noeto Malali et les signes monastiques ont coexisté et à un moment donné ont convergé pour enrichir le Noeto Malaléen. Alors, tout en bas, vous voyez le mot pantomime. En fait, le pantomime, c'est la gestuelle du théâtre romain. Ça ressemble à ce que nous, on dit en langue des signes être le VV. Et en fait, ça n'est pas de la langue des signes à proprement parler, mais ça en fait partie. Par exemple, les films de Charlie Chaplin, sont des communications visuelles de l'ordre de la pantomime. Est-ce que c'est clair? Cette pantomime, elle existe, elle est un substrat qui est utilisé beaucoup et qui est fait base pour la langue des signes. Image suivante. On est dans les temps, tout va bien. À l'époque médiévale, la gestuelle était très importante et on en a beaucoup hérité. La gestuelle médiévale respectait un certain nombre de contraintes et de règles. On ne l'utilisait pas de façon inappropriée. Il fallait vraiment choisir d'appliquer un certain nombre de règles pour pouvoir s'exprimer avec la gestuelle. Et ces règles, en fait, continuent à exister actuellement. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit d'abord une personne qui a une main d'un côté et une main de l'autre. Et en fait, ça revient au signe de promettre. En fait, on s'appuie sur une Bible, sur un texte, et on lève l'autre main. Et en fait, ce signe gestuel des entendants trouve sa traduction dans le signe de promettre en langue des signes. L'autre personne qui est à côté a le doigt pointé, et ce doigt pointé, c'est un signe d'exigence. Et bien, en langue des signes, il faut se dit comme ça, comme ce geste-là. Donc on voit bien là également, il y a environ, là ça date il y a plus de 1000 ans, et cette gestuelle-là, elle a été décrite lors de la traversée vers la Normandie, des Normands, l'époque des Normands, et on voit bien cet exemple-là, par cet exemple-là, que les gestes sont importants. L'interprète doit s'arrêter de traduire. Est-ce que vous avez compris? Ah, pardon. Je vous ordonne je vous ordonne de promettre, en fait. Cette phrase-là, c'est ce qu'on voit ici. Je vous ordonne. Ça, ce signe-là continue à exister, et dans la gestuelle humaine, mais dans la langue des signes également, promettre également. Voilà, il y a énormément de choses qui sont issues de cette gestuelle médiévale. Et on pourrait en parler des heures et des heures. Image suivante. Sur le signe de aimer. J'adore cette analyse. On dit aimer en faisant la main plate vers le cœur et qui va vers le haut. Ce signe est attesté depuis longtemps. En France, on le connaît à une main ou à deux mains. Et en fait, ce signe, j'ai essayé de comprendre son origine. En Espagne, on dit te quiero comme ça, avec les mains croisées. Aux États-Unis, c'est les poings fermés. Et le signe de aimer est plus directionnel en France. Il donne vers l'extérieur.
Alors qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est plutôt recevoir l'amour. En fait, on voit une différence. Et on peut voir cette différence-là à l'époque du Moyen-Âge et de l'amour médiéval, où l'amour médiéval, c'était un amour où on offrait des choses. Et on le voit dans la littérature, dans le dessin qui est à côté, où en fait, on offre quelque chose à l'être aimé. Et ça, cette offrande donne, dans la langue des signes française, la notion d'aimer avec cette ouverture vers l'extérieur. Et bien sûr, là, je parle de Paris, mais dans d'autres... ces traces-là, je les ai repérées dans l'histoire parisienne, mais on suppose que en province, il y a eu ce même genre de choses. En tout cas, ce signe de aimer est réellement attesté de l'époque médiévale française. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez que le signe d'aimer, ce n'est pas le même que le signe d'autres pays. Et la différence est très notable. C'est-à-dire que c'est le seul signe, pour dire amour, qui va vers l'extérieur. Et là, encore une fois, ça ramène à cet amour de l'époque médiévale. Image suivante. On est toujours au Moyen-Âge et on voit donc 3 iconographies différentes qui donnent le sens de la vieillesse. Voilà. Et vous voyez que le signe de vieux se fait avec le poing fermé et on le voit déjà dans les images que je présente où la personne tient sa barbiche et la tire vers le bas. Et en fait, cette barbiche, elle signifie à la fois l'expérience, la vieillesse, parce qu'on a une barbe qui est très longue, et cette symbolique-là veut dire vieux, en fait, dans les dessins de l'époque. Et c'est le même signe, encore une fois, qui est utilisé par les sourds. Donc on voit là l'origine du signe de vieux en langue des signes. Est-ce que je dois expliquer quelque chose sur ce signe-là ? Contraire. Ce signe de contraire en langue des signes existe de l'époque médiévale, où dans la gestuelle médiévale, je ne sais pas, les chevaliers, quand ils voulaient dire quelque chose de l'ordre de contraire, se disaient comme ça. Et là, encore une fois, on a conservé dans la langue des signes des traces de la communication gestuelle de l'époque médiévale. N'oubliez pas qu'à l'époque médiévale, la gestuelle avait une place beaucoup plus grande que dans la communication corporelle actuelle et moderne. Il y avait une plus grande aisance à s'exprimer avec le geste et l'évolution a amené à faire disparaître de plus en plus de gestes dans la langue française. En langue des signes, on a conservé toute cette gestualité. Sur la notion de folie, nous on dit fou comme ça, avec la main qui tourne autour de la tête. À l'époque, on faisait fou avec la main qui s'élevait vers l'extérieur. Voilà. Et on voit dans ces signes-là, dans les images qui sont là, la notion de folie ou de dépassement ou de violence se fait avec des cheveux qui vont dans tous les sens. Et ces cheveux qui vont dans tous les sens signifient la folie, la perte de contrôle. Et en langue des signes, ce signe-là évoque les cheveux. Encore une fois, on retrouve une liaison entre la gestualité entendante, générale, universelle, et la façon dont, en langue des signes, on dit les choses. Il y a toujours un rapport à l'image qui a perduré dans la langue des signes et qui est beaucoup moins visible dans la langue française. Image suivante, très bien. Alors, la notion de dispute, vous voyez, ce signe, l'image numéro 18, on voit ce signe-là, en langue des signes, se disputer se fait avec 2 doigts qui se confrontent. Et en fait, c'est la symbolique des 2 lances qui s'opposent et qu'on voit dans l'image de gauche. Et en fait, se disputer, c'est quelque part opposer 2 lances, quoi. Et ce signe de critiquer, de crier comme ça, qu'on voit en bas, on le voit dans l'image du bas, où on voit des personnes qui ont la bouche ouverte. Et ce signe, le dessin en bas, montre la colère, en fait. La dispute, la colère. Et on le voit avec 2 bouches ouvertes. Et en fait, en langue des signes, on garde la bouche ouverte. Mais en fait, c'est ce qui se passe chez les enfants,
c'est qu'ils construisent leur compréhension du monde à travers leur vision des choses. Et quand ils voient quelqu'un crier, ils voient la bouche ouverte. Et ce signe de bouche ouverte, naturellement, exprime la colère ou la dispute. Encore une fois, il y a un rapport très fort entre l'image, la vision et l'image. En fait, les enfants sourds développent leur compréhension du monde à travers l'image réelle ou l'image dessinée. Il se trouve simplement que dans la langue des signes, l'image est restée fondamentale, alors que dans la langue vocale, la langue française, l'image a perdu peu à peu son importance. Bien, donc les sourds vivaient dans la société médiévale, mais les moines voilà, avaient quand même quelques particularités. Eux, ils avaient beaucoup moins de références visuelles, ils avaient développé autre chose. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que les moines ont développé eux-mêmes leurs gestes à cause de leur vœu de silence. D'accord ? Ils ne pouvaient pas s'exprimer avec la voix, donc ils ont dû s'exprimer avec les mains. Alors ils n'étaient pas dans une langue des signes vraiment très très prolifique, hein. Ils étaient dans une langue des signes qui leur permettait de pouvoir communiquer assez simplement. Les moines ont vraiment développé leurs signes au travers de références latines. D'accord ? C'était pour traduire vraiment les références latines qu'ils ont eu besoin de créer des signes. Et donc, c'est un peu étiré, c'est pas très joli. Mais ce que ça vous représente, c'est justement les signes monastiques et les différences avec les signes qu'on fait en langue des signes. Donc, par exemple, fromage. On avait fromage comme ça, et les moines signaient fromage comme ça. Puisque il fallait, quand on retourne le fromage, il fallait frotter le fromage. Et nous, quand on l'achète, on le mange le fromage, on ne le frotte pas. Ensuite, de l'huile. L'huile ou l'huile, il y a différents signes aujourd'hui pour dire ça. Ben, les moines représentaient l'huile comme ça, avec l'index sur la bouche. Pourquoi ? Puisqu'avant, il faisait froid et on avait les lèvres gercées. Donc, ils prenaient un peu d'huile pour se mettre sur les lèvres. C'est clair ? Et donc, eux, les sourds, ils prennent l'huile pour la mettre dans la salade et pour la manger. Mais les moines avaient froid. Et donc, comme la vie était différente, ils ont développé des gestes différents. Le pain. Le pain. Donc, on achète du pain dans une boulangerie, on vient le découper, on prend une tranche pour le manger. Donc, on fait le pain comme si on découpait le pain. Mais les moines faisaient le pain comme ça. Parce que les moines, eux, produisaient le pain, enfin ne produisaient le pain, et il était déjà découpé quand ils arrivaient. Donc ils avaient le petit morceau de pain qui était directement sur la table. Et on a le signe pauvre aussi. Maintenant, le signe pauvre, c'est ça. Et à l'époque, pauvre, c'était comme ça, avec la main, un petit peu du mendiant. C'était la différence de point de vue. C'était la personne pauvre, finalement. Ça représentait le même concept derrière, mais ça dépendait du point de vue qu'on avait. Est-ce que c'était un pauvre qui tendait la main ou est-ce que c'était un pauvre qu'on qualifiait d'être pauvre ? Voilà. Savoir si on prenait quelque chose ou si on donnait quelque chose. Pour le vin qui se fait avec les deux doigts comme ça sur la joue. Les moines représentaient le vin comme ça, avec l'index sur le bout du nez. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, quand on boit, on a les pommettes rouges. On sait qu'on a bu du vin, donc on tousse les pommettes. Mais les moines ne voyaient pas leurs pommettes parce qu'ils avaient leur capuche. Ils se voyaient le bout du nez. Et donc, ils savaient au bout du nez s'ils avaient bu ou pas. Voilà, donc on était dans le visuel. Diapositive suivante. Dans ces deux colonnes, on voit qu'il y a deux types de signes monastiques. On a des moines qui étaient vraiment très fermés dans la colonne de droite et des moines dans la colonne de gauche qui étaient plus dans l'enseignement, qui étaient plus dans la relation avec d'autres humains. Et donc j'ai fait un listing des différents signes. On va voir quelques différences. Par exemple pour le signe dur, quelque chose qui est dur. On a le même signe dur chez ceux qui enseignaient, mais chez les moines qui étaient refermés, ça se fait sur la tête. Et en fait, le premier signe vient de l'enseignement, de dire « Ah, c'est dur, c'est dur ». Et ça a été diffusé en langue des signes, après en noéto-malalien. Donc, en fait,
souvent, les signes qui ont été diffusés, qui ont influencé la langue des signes après, sont ceux qui ont été des signes qui venaient de l'enseignement des moines. C'est bon? On a encore 15 minutes, tout va bien. Diapositive suivante. Ah. Le signe travailler. Donc, en langue des signes, il y a 2 signes. On utilise ce signe-là, aujourd'hui, travailler, comme ça, avec les 2 mains, ou alors travailler, celui-là. Donc, on comprend le signe travail en tapant les mains sur l'une sur l'autre, on le comprend, même vous pouvez le comprendre, on travaille, oh là là, qu'est-ce qu'il faut travailler, donc on travaille. Et travailler, c'est un peu plus dans la préparation. Quand on secoue les mains, on est un peu plus dans quelque chose du plaisir. Dans l'autre travail, on se tape les mains, c'est vraiment quelque chose de la corvée plutôt. Il n'y a pas vraiment de plaisir. Quand on est dans le travail où on secoue les mains, on a du plaisir. On ne parle jamais de plaisir quand on tape les mains l'une sur l'autre. D'où ça vient? En fait, le signe de travail, où on se tape le poing l'un sur l'autre, c'est les moines. Et c'est finalement le travail comme une souffrance, comme une abnégation. Et donc, on a eu une évolution, justement, entre justement le morceau de bois qu'il fallait justement déplacer pendant les corvées, ou alors sur lequel on était attaché, où on prenait des coups, donc le tripalium. Et c'est intéressant puisque les 2 points représentent vraiment la souffrance, et le signe de souffrance est vraiment très proche. Et puis aussi le signe de harceler, de punir, se fait aussi avec les mêmes configurations. On a vraiment les mêmes configurations et on retrouve des définitions sur des choses qui ne sont pas agréables finalement. Travail, préparer, plaisir. On a un petit peu un mouvement, une action qu'on va retrouver dans quelque chose qui va être de l'ordre plus du plaisir. Est-ce que c'est clair? Donc, bienvenue dans mon monde, effectivement. Diapositive suivante. Après le Moyen-Âge, enfin, si on remonte encore au Moyen-Âge, on arrive à l'Antiquité, donc tout à gauche de la diapositive. Donc, il y a une gestualité qui a été donnée par les moines et qui s'est diffusée après, mais avant ça, on avait une gestualité qui était transmise encore. On sait que les Romains ne parlaient pas juste en rangeant les mains dans leur toge, mais voilà, parce qu'on les voit dans les films comme ça, mais c'est complètement faux. Non, non, ils avaient une grande gestualité, bien sûr. Et donc les Romains avaient une gestualité, mais on pourrait assimiler ça aux Italiens d'aujourd'hui, qui font un peu ces gestes-là. Et bon, on peut imaginer qu'à l'époque romaine, c'était x10. Il faut vous rendre compte de ça. Et c'est pour ça qu'il y avait un visuel qui était très, très développé, que les Romains adoraient le théâtre des mimes. Et ils se laissaient imprégner de ce théâtre, de ces mouvements, et ça se répandait dans la société. C'était vraiment quelque chose qu'ils adoraient. Je vais vous en expliquer un peu plus dans la diapositive d'après. Donc, les Romains aimaient beaucoup de styles de théâtre différents. Donc les farces, des fictions, des tragédies, des comédies, des récits historiques, etc. Enfin, plein de styles différents. Et comme aujourd'hui, on a des films de fiction, des films romantiques, des films d'horreur, etc. Donc on était un petit peu dans les mêmes goûts à l'époque. Et on avait donc des performances très gestuelles. Il pouvait y avoir 10 000 personnes qui voyaient les personnes sur scène. Dans le théâtre oral, bon, ça peut passer. Mais dans le théâtre, dans les personnes qui regardaient le théâtre, il était difficile d'avoir la même langue. Donc c'est pour ça en fait que ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui était utilisé, c'était la gestuelle, parce que ça pouvait parler à tout le monde. Et qu'en fait, on a encore ça aujourd'hui, le gestuel peut parler à tout le monde. Donc il est dit que, alors bon, c'est pas forcément une citation très précise, mais il est dit qu'il fallait avoir
du coup une formation pour pouvoir exercer le théâtre gestuel, parce qu'il fallait pouvoir s'adapter à un public qui était très varié dans l'assistance. Par exemple, pour boire, il fallait utiliser boire et pouvoir utiliser ce signe-là, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque le signe boire pouvait ne pas correspondre à tout le monde. Donc il fallait vraiment pouvoir s'adapter au public et développer du coup des compétences à un très haut niveau. Diapositive suivante. Encore. Encore. Bien. Qu'est-ce que vous en comprenez? C'est le signe pour triste, la tristesse. Au tout départ, sur la gauche, on a la main qui est appuyée sur la pommette. Les personnes dans le théâtre romain qui se tiennent la tête, comme je vous montre. Et aujourd'hui, on signe triste comme ça sur le visage. J'aimerais vous poser une question. Si vous êtes dans la rue, qu'on vous pose cette question, est-ce que vous êtes triste? Vous n'allez pas comprendre. Et les sourds l'ont gardé, ce signe-là, alors qu'avant, ce signe était compris par les entendants. Si on vous fait ce signe-là, là, vous allez pouvoir comprendre. Mais le signe triste, il n'est plus compris. La société l'a oublié. Et c'est ça vraiment, comme je vous disais, la différence, où il y a un patrimoine qui a perduré chez les sourds et qui n'a pas perduré chez les entendants. Diapositive suivante. Donc la tristesse, évidemment. Donc le signe contre, le refus, le rejet, ce qu'on ne veut pas. Donc on le signe comme ça, le rejet. Non, on rejette. Et on est contre. Non, ça je n'en veux pas, je le refuse. Donc le mouvement est le même dans ce que je vous ai montré. Et ça, c'est un patrimoine qu'on a conservé encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des modifications de configuration, bien sûr, dans les signes entre aujourd'hui et ce qu'on faisait avant. Mais la dynamique du mouvement est restée. Diapositive suivante. Stop. Stop. Là, vous comprenez quoi? Regardez bien, sur la gauche de la diapositive, la sculpture, vous voyez 3 personnages. Et en fait, ils ne représentent qu'une seule et même personne. Mais c'est un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui est représenté. C'est comme une BD. Vous avez ce mouvement qui est représenté. Et ensuite, vous avez ce mouvement. Donc, diapositive suivante. Voilà. Et ça c'est il faut. Donc, c'est il faut le faire. C'est un ordre. C'est obligatoire, il faut. On a tous ces signes. Et donc, les Romains l'utilisaient comme ça, avec tout le bras. Nous, maintenant, on est plus sur l'index. Mais le mouvement global reste le même. Vous vous rappelez les gens qui font des discours politiques et qui sont comme ça dans leur discours, et ils parlent, et ils parlent. Et on a ce phénomène aussi de il faut. Donc on a gardé ce côté visuel. Diapositive suivante. Stop. Bien. Ou le mot oui. Oui. Le mot oui. Comment vous dites oui? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la langue des signes qui pourraient proposer? Comment est-ce qu'on pourrait dire oui en geste? Oui, voilà, en secouant la tête, en hochant la tête, pardon, en hochant la tête, oui, 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 en tendant les pouces, mais autre chose, une autre proposition peut-être. Comme ça. Ça vous l'avez vu sur l'image. Oui, effectivement. Effectivement, c'est cette configuration. Et on utilisait ça avant. On utilisait la même configuration. Et justement, aujourd'hui, les sourds disent oui de cette manière-là. Oui. On dit tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, exactement, c'est exactement ça. Et ça vient effectivement de cette époque où on disait en gestuel de la même manière. Et ça, c'est vraiment un héritage culturel. Donc les personnes croient que ça vient du O, du U, du I, qui sont les lettres représentées en dactylo, mais non, pas du tout. Ça vient plutôt de cette origine-là que je viens de vous décrire. Oui, oui, tout à fait, c'est un héritage. En plongée aussi, d'ailleurs, on dit oui comme ça. Et donc les sourds, eux, en plongée, ils peuvent signer, alors que les autres plongeurs en tendance sont très limités dans leur communication, avec leur code.
Bref, c'est clair pour vous? Oui, c'est intéressant de voir que c'est un héritage. Et voici donc le signe pour oui. Diapositive suivante. Donc voilà, j'en ai bientôt terminé. Maintenant, parlons un petit peu des chiffres. Donc on utilise les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Très bien. Mais le chiffre 10. Bon, les sourds, taisez-vous. Mais le chiffre 10, comment est-ce qu'on fait? « 10 », ah oui, 10, 10. Mais et question, les Romains, comment est-ce qu'ils faisaient? Non, pas comme ça. Non, non. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 pas en forme de croix. Non, non, ils avaient vraiment des chiffres spécifiques. Diapositive suivante. Encore. Et vous voyez ce qui est cerclé de rouge. C'est cette forme-là. Ces formes qui sont représentées, ça, c'était les chiffres romains. Et en fait, ça, c'était la tombe d'un marchand. Et en fait, ça représentait le chiffre 7. Oui, c'est ça. Donc, on a les deux doigts qui sont baissés. Donc, ça, c'est 7. Ça, c'est 2. Il y avait vraiment une finesse. Et je vais vous montrer un tableau, une finesse des doigts pour pouvoir exprimer différents chiffres. Alors, donc c'est vraiment très très intéressant d'étudier les chiffres romains. Sur la gauche, vous avez des petits cercles. Si vous avez à la sécurité sociale, vous avez ces petits numéros là que vous pouvez tirer. Et en fait, on avait l'équivalent, les jetons romains à l'époque. Et donc, on avait des chiffres derrière ces jetons. Donc, pour faire 2, on utilisait cette forme-là. 2, 4, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est les jetons là sur votre gauche, vous avez la correspondance. Et sur ce tableau sur la droite, il y a la diapositive, ça date du début du Moyen-Âge. Et il y a des chiffres qui ont été conservés aujourd'hui par les sourds. Regardez-moi bien. De 1 jusqu'à 20. Donc l'interprète ne traduit pas, ouvrez grand vos yeux. On remet en route l'interprète. Donc le 10 vient de l'héritage culturel romain. On avait déjà cette configuration-là. Et on a gardé le 10. Ensuite, le 40. Le 40, il est... attendez... Oui, donc après, il y a les 50, 60, etc. Et donc, en fait, le 40, avec les 4 doigts qui bougent, on a justement ce 40 qui vient des chiffres romains. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, justement, il y a, après le chiffre 10, des chiffres qui viennent de l'héritage romain. Et le 10 qu'on fait aujourd'hui, c'est le même qu'on faisait à l'époque romaine. Donc, ce n'est pas le 10 avec la croix des 2 index, mais c'est vraiment le 10 comme je vous l'ai montré. C'est clair pour vous ? Et pour être un peu plus précis, on n'était pas sur ce 10 comme ça, on le faisait le 10 avec la main gauche et pas avec la main droite. Vous voyez, ça c'est la main gauche, c'était obligatoirement avec la main gauche. Parce que si on faisait avec la main droite, ça voulait dire 110. D'accord ? À gauche, on savait que c'était 10 et plus de 100, on le faisait sur la main droite. Donc on pouvait avoir les chiffres, après les nombres qui se composaient avec les différentes choses qu'on faisait entre la main droite et la main gauche. Oui ? Diapositive suivante. Parfait. On est dans les temps. Donc, c'est vrai que les signes ont des racines très très lointaines, voilà, au temps des Romains, des moines du Moyen-Âge, et tout ça, ça a évolué. Et on a maintenant aujourd'hui la LSF. Bien sûr, il y a eu des influences de l'abbé de l'épée, des influences de ci, de là. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rendre compte qu'on a vraiment une origine sociétale, humaine, où il y a des choses qui ont été prises au fur et à mesure de l'évolution des sociétés et qui ont été gardées jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire, et c'est mon hypothèse, c'est que la
culture du Moyen-Âge nous permettrait d'analyser, enfin l'analyse de la culture des signes au Moyen-Âge nous permettrait d'analyser la culture des sourds en général au Moyen-Âge. Merci de votre attention et on est pile à l'heure. Alors, si vous avez envie de questions, je ne sais pas qui c'est qui gère les questions, les relais. Attendez un peu, on va voir, peut-être quelqu'un va gérer les questions. Il y a des questions. Oui. Oui. Ok. Merci beaucoup d'abord. Je ne sais pas s'il faut que j'attende. C'est bon ? Bon, j'y vais. Alors, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Moi, j'y connais pas grand-chose. Juste, est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que c'est que les signes méthodiques ? J'ai pas bien compris la différence avec... voilà, je suis un petit peu perdue là-dedans. Si vous pouviez m'éclaircir. Merci. Ok. Alors, j'ai été très bref dans signes méthodiques parce qu'effectivement, en 1 heure, c'est très compliqué. Je pourrais faire une conférence de 3 heures, de 3 semaines s'il le faut. Et là, je pourrais détailler plus de choses. Mais là, je vais justement revenir sur cette notion de signes méthodiques. Bon, la langue des signes, c'est une langue qui a été pratiquée par la communauté sourde de tout temps, comme on l'a vu. Et il existe par ailleurs la langue française. La question, c'était comment associer de la langue des signes et de la langue française. Par exemple, si je dis en langue des signes, je vais manger ce soir, je vais partir manger. En langue des signes, on a une syntaxe qui lui est propre. Les signes méthodiques vont essayer de suivre l'ordre des mots en français. Je mange ce soir. Et cette organisation par signe méthodique, elle a été demandée, souhaitée pour l'éducation, pour l'enseignement. Ça a duré une 40aine d'années et finalement, c'est tombé très vite en désuétude parce que ça n'a pas une grande efficacité pédagogique au fait d'utiliser ces signes méthodiques pour apprendre le français. Une autre question ? Merci de cette présentation approfondie. J'ai juste constaté une chose tout à l'heure, vous avez parlé du mot dur. Et en fait, ce mot têtu avec le poing qui tape sur la tête, en fait, existe aussi dans la communauté sourde. Qu'est-ce qui est différent entre ce signe dur sur la tête et dur, les 2 poings qui se tapent l'un contre l'autre ? Effectivement, ce signe dur, le poing sur la tête, ça veut dire têtu. C'est quelqu'un qui est obstiné. Mais le signe de dur, tel qu'il était dit là, c'était la notion de dureté d'un objet. Et il faut taper dessus fort pour le casser. En fait, c'est le sens de dur, les 2 points sous côte à côte. Et il y a eu une variante pour dire il est têtu, donc sa tête elle est dure comme du bois, et voilà, on tape dessus comme si c'était. Mais le signe initial, c'est vraiment les 2 points qui se tapent l'un contre l'autre. Alors, je vais faire le relais de la question posée par une personne qui est sourde aveugle et qui veut s'exprimer. Donc, je vais relayer sa question. Vous avez parlé de l'évolution de la langue depuis les Romains, mais à l'époque, les chiffres étaient écrits en écriture latine et ça n'avait rien à voir avec l'écriture des chiffres en arabe. Effectivement, il y a une évolution de l'écrit qui a adopté finalement l'écriture arabe pour les chiffres, mais la langue des signes n'a pas eu d'influence, enfin n'a pas été influencée par l'arabe pour la question de la numération. En fait, la numération, elle est plus ancienne, elle s'est appuyée sur la façon dont on donnait les nombres de l'époque romaine.
Il y a un micro qui circule, vous pouvez poser des questions librement. N'hésitez pas. Il y a une question au fond, je crois. Et après, une deuxième question à venir. Quel livre vous conseillez si on veut étudier un peu plus le sujet de la langue des signes dans le temps ? Alors, il y a des recherches linguistiques, mais sur il y a un homme qui s'appelle Yves de Laporte, qui a écrit pas mal de choses sur l'étymologie de la langue des signes. Il a regardé les signes depuis 1800 et comment ces signes ont évolué. Ça n'est pas un linguiste, mais un anthropologue. Donc après, en linguistique, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Mais moi, je suis plus intéressé par les questions anthropologiques. Et donc, je vous conseille plutôt les livres de Yves de Laporte. Je peux faire miroir, si vous voulez, par rapport à une question qui est posée par une personne sourde. Je vais reprendre la question pour y répondre. Je voulais revenir sur la question du signe vert et du rapport avec la végétation. Et maintenant, le signe vert a quand même évolué et fléchi différemment. On parle d'écologie, par exemple, avec le signe vert, mais qui a changé de mouvement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un signe racine, on va dire, et que progressivement, il a évolué. Est-ce que déjà, à l'époque, il y avait, ce signe racine avait des variations ou pas? Alors, ok, ça c'est la question de monsieur. Maintenant, je vais expliquer. Effectivement, le signe vert est issu de la notion de végétation. Et effectivement, maintenant, ce signe se fléchit différemment et donne des nuances telles que écolo, vert, verdure, etc. Mais je ne saurais pas dire si, à l'époque ancienne, ce signe avait déjà des variations. Il n'y a pas de traces historiques pour ça. Ce qui est très compliqué dans ma démarche, c'est que, en fait, on travaille dans les profondeurs et on voit émerger de temps en temps quelque chose, mais on n'a pas de traces suffisamment nombreuses pour pouvoir étudier les choses très en finesse. Est-ce qu'il y a en entendant qu'il y a une question à poser, le micro circule, n'hésitez pas. Sinon, monsieur. Alors, j'ai une deuxième question. Alors, je fais le relais encore une fois. Du temps de la préhistoire, j'ai cru comprendre que la première communication qui était utilisée par l'humanité était une communication qui était d'abord gestuelle et que finalement le son est arrivé après et que le son aurait émergé parce qu'il y a une utilité dans le noir. Alors, ok, ça c'est la question de monsieur. Maintenant, je vais essayer d'y répondre. Alors, effectivement, l'humanité a commencé, il semblerait que l'humanité ait commencé par du gestuel, mais finalement, on n'en sait pas grand-chose de ça. Il n'y a aucune vérité absolue. Les dessins qu'on voit dans les grottes préhistoriques montrent qu'effectivement, il y a du geste qui était employé, mais peut-être qu'il y avait du son aussi, mais on n'en a pas la preuve, on n'a pas de traces matérielles du son. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Il reste encore deux questions peut-être, maximum. Qui veut intervenir en premier? Allez. Alors, je fais le miroir encore une fois de la question qui est posée par une personne de la salle. C'était très clair ce que vous avez présenté. Ça m'interroge beaucoup sur effectivement l'évolution de la langue des signes. C'est important d'avoir une approche sérieuse et méthodique comme vous l'avez. On pense qu'au niveau de la langue française, il y a pas mal de recherches qui ont été faites. Sur l'histoire de la langue des signes et des sources, il y a encore pas peu de choses.
Je vois que vous avez travaillé sur la France. Est-ce qu'il y a des éléments ailleurs en Europe qui parlent de l'histoire de la langue des signes? Parce que maintenant, le monde est ouvert. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont passées en Europe? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des évolutions de langue des signes qu'on a déjà vues ailleurs? J'essaye de résumer ce que vous dites. Donc, en résumé, la question, c'est est-ce que ma recherche, elle porte uniquement sur la France, mais est-ce qu'il existe d'autres recherches ailleurs? Alors, je dirais que aujourd'hui, je travaille sur la France parce que j'ai accès aux données françaises. Par ailleurs, dans les autres pays d'Europe, on n'a pas autant d'archives que les archives françaises. On est vraiment très très riche sur la question de la gestualité. Il y a beaucoup de traces en France et peu de traces à l'étranger. Donc j'ai déjà sollicité des Anglais, des Allemands sur ces questions-là. Et aujourd'hui, les recherches les plus avancées sont en France. Parce qu'on a les plus grandes archives sur la gestualité ancienne. Autre question. Là aussi, je vais refaire le miroir. Vous avez mis en évidence que d'anciens signes ont perduré à travers les époques. Il est sur le signe de arbre, par exemple. Est-ce que vous avez des choses à dire? Ok, j'ai compris la question, je vais la reprendre. Est-ce qu'il y a des néologies ou des choses qui n'ont pas bougé dans les langues des signes? En fait, le signe de arbre, en 2000 ans, il n'a pas changé parce que la forme des arbres n'a pas changé en 2000 ans. Peut-être qu'en plusieurs millions d'années, on pourrait imaginer que le signe évolue. Mais par contre, il y a des néologies qui ont été créées. Par exemple, le signe d'ordinateur, c'est un signe qui a évolué dans le temps. Au départ, c'est une périphrase qui disait la grande boîte avec des boutons qu'on tourne dans tous les sens. Et puis, on a gardé les boutons qui tournent dans tous les sens. Et même télévision, on est encore sur cette fameuse boîte avec les boutons qui tournent. Pourtant, maintenant, on utilise la zapette. N'empêche que télévision reste toujours le signe ancien de boîte avec les boutons qu'on tourne, quoi. Donc, il y a des signes qui évoluent et puis il y a des signes qui se figent dans le temps. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Non, il y a encore une question? Alors, je fais le miroir, encore une fois. Comment vous envisagez l'avenir de la langue des signes? Est-ce qu'elle risque de disparaître ou pas? Alors là, on est vraiment justement dans l'histoire à venir. C'est intéressant, vu le nom du festival. Alors, je ne suis pas historien du futur, donc c'est difficile pour moi de répondre à ça. Je pense qu'on a effectivement beaucoup à faire valoir au niveau de la langue des signes. Et si on fait valoir la langue des signes, si on la fait connaître, elle existera dans le temps, dans le futur, clairement. Je vous remercie.